Alors, la grande question, comment la vie a-t-elle bien pu commencer sur Terre? C'est sans doute un des plus grands mystères de la science. Pour tenter d'y voir plus clair, on va devoir faire un sacré bond dans le temps. Je propose un voyage, 4 milliards d'années en arrière, à la découverte d'une planète qui n'avait vraiment, mais alors vraiment, rien à voir avec la nôtre. Imaginez un peu le tableau. Il y a, disons, 3,8 milliards d'années. La Terre, ce n'est pas du tout la belle planète bleue qu'on connaît. Non, non. C'est un monde infernal. Une boule de feu, bombardée en permanence par des météorites, avec des océans en ébullition. Et l'atmosphère, oubliée. C'est un cocktail toxique de méthane, d'ammoniac, de CO2. De l'oxygène, pratiquement pas. Bref, un environnement violent, stérile et complètement inhospitalier. Ce qui nous amène à la question qui tue. Comment est-ce que ce chaos, ce monde infernal, a pu donner naissance à la vie? C'est là que commence notre grande enquête scientifique. Et vous allez voir, la première piste, le premier suspect si on veut, a tenu la corde pendant des millénaires. Pendant très très longtemps, presque 2000 ans en fait, la réponse semblait couler de source. La vie, eh bien elle apparaissait comme ça. Paf! C'est ce qu'on a appelé la théorie de la génération spontanée. L'idée, assez folle quand on y pense aujourd'hui, que le vivant pouvait naître directement du non-vivant. Et attention, ce n'était pas une idée en l'air. De grands esprits comme Aristote la défendaient. Et pour cause, ça semblait logique. On voyait bien des asticots apparaître sur un morceau de viande laissé à l'air libre, ou même des souris qui semblaient naître d'un tas de vieux chiffons et de blé. Pour les gens de l'époque, c'était une évidence. Dans les bonnes conditions, la matière inerte pouvait tout simplement s'animer. Le concept clé derrière tout ça, c'était l'idée d'un principe actif, une sorte de force vitale. Aristote, par exemple, imaginait qu'il y avait une étincelle de vie invisible dans certaines matières. Donnez-lui un peu de chaleur, un peu d'humidité, et hop, cette étincelle pouvait s'activer et créer un organisme vivant. La viande qui pourrit, la boue au fond d'un étang, tout ça, c'était censé contenir ce fameux principe. Mais bon, cette théorie a commencé à se fissurer au XVIIe siècle. Et ça, c'est grâce à un naturaliste italien, Francesco Redi, et son expérience d'une simplicité absolument géniale. Il a pris de la viande, l'a mise dans des bocaux, le bocal ouvert, plein d'asticots bien sûr, mais les bocaux qu'il a fermés hermétiquement ou même juste couverts avec une gaze pour empêcher les mouches de passer, eh bien, rien, zéro asticot. La conclusion était limpide, les asticots ne sortaient pas de la viande, ils venaient des œufs que les mouches pondaient dessus. Et puis, le coup de grâce. Il est venu du grand, de l'immense Louis Pasteur en 1862. Les derniers défenseurs de la théorie disaient « Oui, mais il faut de l'air pour la force vitale ». Alors Pasteur, malin, a inventé le fameux ballon à colle de cygne. L'air pouvait entrer, mais la poussière et les microbes, eux, restaient piégés dans la courbure. Il a fait bouillir son bouillon pour tuer tout ce qui pouvait s'y trouver, et le bouillon est resté parfaitement stérile, indéfiniment, aucune vie. Et la touche finale, il a juste penché le ballon, le bouillon a touché la poussière piégée et, quelques heures plus tard, ça grouillait de vie. La preuve était faite, cette fois de manière irréfutable, la vie ne peut venir que de la vie. Ok, donc Pasteur a gagné. La génération spontanée est morte et enterrée. Mais ça nous laisse avec une question encore plus vertigineuse. Si la vie ne vient que de la vie, alors d'où vient la toute première vie ? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, avec l'hypothèse moderne, celle que les scientifiques explorent aujourd'hui, la biogénèse. Alors attention, la biogénèse, ce n'est pas la génération spontanée. Pas du tout. On ne parle pas d'une grenouille qui apparaît dans la boue du jour au lendemain. Non. La biogénèse, c'est l'idée d'un processus incroyablement lent, graduel. Imaginez sur des millions, des centaines de millions d'années, des molécules chimiques toutes simples qui, dans les conditions extrêmes de la Terre primitive, commencent à s'assembler, à former des structures de plus en plus complexes, jusqu'à ce que finalement, quelque chose franchisse cette ligne mystérieuse entre le non-vivant et le vivant. Bon, mais pour que cette chimie opère, il fallait les bons ingrédients. C'est ce qu'on appelle la soupe primitive. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans ? D'abord, des océans remplis de composés chimiques simples. Ensuite, une atmosphère chargée en méthane, en ammoniac. Et surtout, il fallait de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et ça, il y en avait à revendre. Des éclairs monstrueux qui zébraient le ciel, la chaleur intense des volcans, et bien sûr, les rayons UV du soleil qui tapaient très fort, sans couche d'ozone pour les filtrer. Pendant longtemps, cette soupe primitive est restée une belle idée. Mais juste une idée. Jusqu'en 1953. Là, deux chercheurs, Stanley Miller et Harold Urey, ont une idée de génie un peu folle. Et si on recréait la Terre primitive en labo ? Ils ont donc mélangé les gaz de l'époque, de l'eau pour faire le sien, et ils ont balancé des décharges électriques pour simuler les éclairs. Et le résultat ? Au bout d'une semaine à peine, c'était la stupéfaction.
L'eau était devenue trouble. Et à l'intérieur, ils ont trouvé des acides aminés, les briques de base des protéines, les composants même de la vie. C'était incroyable. C'était la toute première preuve que les éléments du vivant pouvaient apparaître spontanément, juste avec la bonne chimie et un peu d'énergie. L'expérience de Miller et Urey a montré que la recette fonctionnait. Mais imaginez maintenant cette recette, non pas dans un petit ballon de laboratoire, mais à l'échelle d'une planète entière. Et pas pendant une semaine, mais pendant des millions d'années. Les calculs montrent que rien que l'activité volcanique aurait pu produire des quantités astronomiques de ces molécules organiques. On parle d'un océan qui serait devenu, littéralement, une immense soupe chimique remplie à ras-bord des briques de base de la vie. Avoir tous les ingrédients, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour que la recette prenne, il fallait aussi le bon plat, le bon four, le bon timing. En gros, il fallait que la Terre soit la planète parfaite au bon moment. Et pour ça, il a fallu gagner à une sorte de grande loterie cosmique. Le premier ticket gagnant de cette loterie, c'est notre étoile, le Soleil. C'est une étoile super stable, une sorte de force tranquille. Elle ne pique pas de colère, pas de fluctuations d'énergie violente. Et surtout, elle a une durée de vie extrêmement longue. C'est crucial, parce que ça a donné à la vie ce dont elle avait le plus besoin, du temps. Des milliards d'années de calme et de stabilité pour pouvoir émerger puis évoluer tranquillement. Deuxième ticket gagnant, l'emplacement. On est pile au bon endroit, dans ce qu'on appelle la zone boucle d'or, ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut. Si on avait été un peu plus près du Soleil, comme Vénus, toute l'eau se serait évaporée. L'enfer. Un peu plus loin, comme Mars, tout aurait gelé. Nous, on est à la distance parfaite pour que l'eau existe sous forme liquide. Et l'eau liquide, c'est tout simplement le terrain de jeu indispensable pour la chimie de la vie. Et le troisième ticket, on y pense moins souvent, c'est notre voisine, la Lune. Elle est immense par rapport à la taille de la Terre et c'est une chance incroyable. Sa force de gravité agit comme un stabilisateur géant. Elle empêche l'axe de la Terre de vaciller dans tous les sens, ce qui nous évite des changements climatiques absolument dingues et très rapides. En gros, la Lune est notre ancre, notre garde du corps cosmique, qui a permis à la Terre de rester un havre de paix pendant des milliards d'années. Mais l'histoire devient encore plus folle. Parce que la vie, une fois qu'elle est apparue, elle n'a pas juste existé passivement. Pas du tout. Elle est devenue une force de la nature, un véritable ingénieur planétaire qui a commencé à transformer, à sculpter la planète entière pour la remodeler à son image. Pendant un temps infini, près de 2 milliards d'années, la vie n'était qu'une affaire de microbes. Et puis, il a eu une révolution. Une invention qui a tout changé, la photosynthèse. Des petites bactéries, les cyanobactéries, ont appris à utiliser l'énergie du soleil. Et en faisant ça, elles ont commencé à relâcher un déchet dans l'atmosphère. Un déchet qui allait changer le destin de la planète, l'oxygène. Et ce déchet a provoqué la première grande crise écologique de la planète. L'oxygène, pour la plupart des êtres vivants de l'époque, c'était un poison mortel. Mais pour d'autres, c'était une opportunité incroyable. Ça a permis le développement d'un nouveau métabolisme super puissant, la respiration. Et ce n'est pas tout. En s'accumulant dans l'atmosphère, cet oxygène a formé la fameuse couche d'ozone, notre bouclier anti-UV. Et c'est seulement grâce à ce bouclier que, bien plus tard, la vie a enfin pu oser sortir de l'eau et se lancer à la conquête des continents. Au final, l'histoire de l'origine de la vie, c'est une double épopée. D'un côté, il y a l'histoire d'une planète qui a touché le jackpot cosmique, offrant le cadre absolument parfait. Et de l'autre, il y a l'histoire de la vie elle-même, qui, une fois née, n'a pas fait que s'adapter. Elle a pris le contrôle, elle a transformé un monde hostile en un monde vivant. Le passage d'un simple caillou stérile à une biosphère grouillante de vie, c'est un voyage absolument vertigineux. Et ça nous laisse avec cette question immense. Après avoir totalement réinventé une planète, quel pourrait bien être le prochain chapitre de l'aventure de la vie ?